On voit bien qu'il y a des manipulations dans tous les sens qui sont menées par les puissances thalassocratiques contre la grande union entre l'Europe et la Russie. Donc ça, c'est un petit peu une longue digression, mais c'est pour comprendre la situation actuelle de Poutine, de la Russie de Poutine, de ce à quoi il fait face, de ce que sont ses enjeux, ses aspirations, parce que Poutine aspire à cette Europe qu'il a qualifiée encore récemment, à l'occasion de la crise ukrainienne, l'Europe de Lisbonne à Vladivostok, ce que d'ailleurs avait appelé aussi de ses voeux De Gaulle en son temps, et beaucoup de nationalistes européens. Alors aujourd'hui, il y a un débat en Russie, et il y a même des querelles en Russie, au sein des mouvements nationalistes et des mouvements pro-Kremlin, non pas sur la finalité, puisqu'ils sont tous d'accord sur le fait qu'il y a une volonté de mener une révolution de palais en Russie avec une révolution colorée, avec la volonté d'entraîner la Russie dans un conflit en Ukraine également, donc ça, ils sont tous d'accord, mais c'est sur la méthode. Et là, il y a une divergence entre les nationalistes durs et les pragmatiques du Kremlin qui ont la vision d'ensemble, qui ont la vision dont j'ai parlé, et que non pas forcément les nationalistes qui sont charnellement attachés à la partie russophone de l'Ukraine et qui réagissent un peu passionnellement et émotivement. Et Poutine a ce sang-froid-là que n'ont pas ceux-là, et ce qui justifie parfois les griefs que font les nationalistes à Poutine. Les nationalistes, par nationalistes, j'entends les nationalistes qui sont globalement aujourd'hui impliqués en Ukraine. Parce que là, évidemment, il faut le dire aussi, Poutine a été très dur avec les nationalistes en Russie, a beaucoup réprimé la parole nationaliste, et là je vais expliquer, à mon avis, ce qui explique ce raisonnement et cette attitude de Poutine. Il y a trois forces dialectiques majeures aujourd'hui en Russie, sur lesquelles s'appuient les puissances financières occidentales. Les libéraux, les démocrates libéraux, qui veulent mettre au pouvoir la bourgeoisie contre le pouvoir souverain, j'en ai parlé, donc qui veulent mettre le pouvoir économique contre le pouvoir militaire. Il y a les gauchistes culturels, donc ça c'est Pussy Riot et compagnie. Là il s'agit de détruire l'Église. Donc vous voyez, on attaque les trois pôles classiques. On aide l'économique, la bourgeoisie, à prendre le pas sur le pouvoir politique, on rabaisse l'armée, on attaque l'Église en utilisant les gauchistes culturels, les trotskistes, les anarcho-nihilistes, etc., habituels, etc., les démocrates, les homosexuels, militants, etc., contre les valeurs traditionnelles sur lesquelles repose le pouvoir politique temporel. Tout ça est très logique, évidemment. Et les nationalistes frustrés, c'est-à-dire ceux qui, quelque part, veulent en faire plus, ça peut se comprendre, eux, on leur parle différemment, on leur dit oui, mais bien sûr, vous avez raison, etc., mais regardez, Poutine n'est pas assez nationaliste, n'en fait pas assez, etc. Et là, on joue la surenchère avec eux. Les forces occidentales veulent diviser les nationalistes entre les pragmatiques, les réalistes, et ceux qui sont quelque part plus romantiques et plus radicaux. Et par ce jeu dialectique sur ces trois forces-là, on cherche à déstabiliser la Russie et à amener cette grande révolution dont je parle. En sachant bien évidemment que jamais les forces occidentales plutocratiques ne mettront au pouvoir des nationalistes, ni ne laisseront les nostalgiques du communisme ou du trotskisme mettre la main sur le pouvoir d'État. On est bien d'accord. On se sert de ces deux forces-là pour déstabiliser, pour frapper les secteurs dont j'ai parlé, mais en dernière instance, c'est les libéraux qui prendront le pouvoir. À savoir qui? Khodorkovsky. Je regardais encore récemment un parlementaire dont là j'ai oublié le nom parler dans un think tank américain à Washington, il était invité, et qui disait que le candidat qui fait consensus entre les libéraux, les gauchistes et les nationalistes, c'est Khodorkovsky, auquel il faudra ajouter évidemment l'élément cosmopolite. Parce que la grande caution qu'offre Khodorkovsky, c'est qu'il est cosmopolite. Et comme il est cosmopolite, on est sûr qu'il va pas faire une politique nationale. Il va faire une politique transnationale. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera stupidement anti-russe, mais qu'il fera une politique qui sera juste ce qu'il faut national pour satisfaire la partie nationaliste de la société russe, c'est un peu le FSB, un peu l'armée, mais pas trop. Il va mettre le nouvel équilibre des forces en place au niveau du pouvoir russe, un petit peu comme l'a fait Louis-Philippe en son temps. Donc Poutine, face à ces trois forces-là, doit alterner entre la séduction et la répression. Avec les nationalistes, il doit prendre les éléments pragmatiques du nationalisme, se les associer et frapper les éléments radicaux. Les gauchistes, c'est la même façon. De la même façon, il ne doit pas être trop dur avec eux, mais il doit en sanctionner certains, comme les Pussy Riot qu'il avait envoyés en régime sévère faire un tour dans un camp en Sibérie, ce que j'avais été trouvé très bien, mais trop tendre pour ma part. Par rapport à Israël, parce qu'on dit Poutine il va en Israël, etc. Bon, d'abord, Israël est un État reconnu, c'est un État qui est reconnu à l'ONU, et c'est un État sur lequel Poutine entend peser pour en réalité diviser ses adversaires, et notamment la partie cosmopolite et financière du judaïsme. Donc il dit aux Juifs d'Israël, moi,
je retiens la main du Hezbollah, je retiens la main de l'Iran, j'évite de fournir des armes décisives à l'Iran qui pourraient jouer contre vous en Israël, donc je maintiens un équilibre des forces, comme les Américains d'ailleurs. Et comme on est à Tel Aviv, on est bien conscient de ça. D'ailleurs, si vous l'avez suivi récemment, Poutine a donné le feu vert pour donner des S-300 à l'Iran après que les négociations aient été très longtemps gelées. Il a pris la décision de les fournir. Pourquoi? Parce que il sanctionne l'Occident et l'Amérique, et aussi Israël, pour leur politique actuelle en Syrie et en Ukraine. Donc vous voyez, c'est complexe. Mais il essaye aussi de s'appuyer sur eux, et si vous suivez la position d'Israël en Ukraine, Israël s'est bien gardé de soutenir ouvertement en Ukraine ce qui s'est fait. Alors il y a eu une forme de soutien, mais pour vous donner un exemple, le Japon aussi a soutenu ce qui s'est passé en Ukraine. Parce que le Japon n'est pas maître totalement de sa diplomatie étrangère. Donc quand les États-Unis exigent un soutien en Ukraine, le Japon fournit son soutien en Ukraine, même si les intérêts du Japon en Ukraine ne sont pas évidents. Parce que la défense du Japon dans le Pacifique repose sur le partenariat avec les États-Unis face à la Chine. Poutine est un Russe, et ça on l'oublie trop souvent, avec des références culturelles et historiques russes, avec des impératifs russes, qu'il n'est pas allemand, qu'il n'est pas français, qu'il n'est pas irlandais, et qu'il ne peut pas avoir la perspective d'un Européen de l'Ouest. Et donc il y a des incompréhensions, c'est tout à fait évident. Moi je pense que ce qu'il faut faire, il faut essayer d'objectiver au maximum, il faut essayer de regarder la situation à froid, ne pas trop idéologiser et voir qu'est-ce qui est objectivement aujourd'hui hostile aux véritables forces mondialistes à l'œuvre et qui dominent aujourd'hui les oligarchies en Europe, qui, elles, sont véritablement au pouvoir dans nos pays. Est-ce que ça serait bon pour nous, en Europe occidentale, de voir la Russie écrasée, vaincue, de voir Bernard-Henri Lévy sur la place rouge faire un grand discours à côté de Khodorkovsky pour expliquer que la Russie multiculturelle va maintenant accepter des flots et des flots d'immigrés du tiers-monde. Je pose la question. Je dis pas que Poutine a mené une politique anti-immigration exemplaire. Je le dis pas, parce que je le pense pas. Donc je pense c'est très critiquable l'action de Poutine. Mais la perfection, hélas, n'est pas de ce monde, et il n'a pas non plus toutes les coups des francs. Donc je dis, est-ce qu'on a envie de voir BHL sur la place rouge? Comme on l'a vu sur le Maïdan, ou comme on l'a vu en Libye? Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas voir non plus Soros le faire. Je ne veux pas voir non plus McCain le faire. Ni Clinton. Ni François Hollande. Voilà. Donc tout ça pour dire que entre ces deux camps, il y en a un qui est plutôt plus proche de nous que l'autre, mais qui n'est pas exactement le nôtre, parce que nous sommes Européens continentaux et nous devons défendre notre propre voie, notre propre volonté de puissance européenne, qui n'est pas la volonté de puissance russe, mais qui s'accorderait plutôt avec la puissance russe. Peut-être même à faire accoucher plus tard d'un compromis entre l'Amérique du Nord, l'Europe et la Russie. Peut-être. Mais actuellement, c'est impossible parce que chez nous, nous ne sommes pas souverains. Dans ce contexte qui, à mon avis, est une guerre mondiale en cours, qui va se solder, et c'est annoncé par Khodorkovsky, c'est annoncé sur place, et c'est annoncé aux États-Unis et ailleurs, cette révolution qui doit faire advenir finalement le triomphe absolu des plutocraties athées cosmopolites sur la totalité de l'hémisphère nord, est-ce que ça va servir nos intérêts? Je ne le pense pas. Donc voilà ce que je voulais dire sur Poutine, voilà ce que je voulais dire sur la grande guerre qui se déroule aujourd'hui contre la Russie, qui est, quoi qu'on dise, malgré les limites, le dernier pays majoritairement blanc et chrétien avec une volonté traditionnelle de puissance, c'est le dernier pays à pouvoir encore agir. Je pense que Poutine n'a pas fait tout ce qu'il devait faire. Je pense que c'est largement perfectible. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont critiquables. Je n'aime pas la politique qui mène contre le révisionnisme. Je n'aime pas la politique qui mène de laxisme en matière d'immigration. Je n'aime pas une forme de tolérance à l'égard d'une certaine forme de communisme. Je n'aime pas non plus sa rhétorique qu'il adopte contre les Baltes, qu'il adopte contre les Ukrainiens, etc. Tout ça, moi je suis européen continental, donc je n'ai pas cette vision qu'il a lui. Mais j'arrive à comprendre sa logique. Et j'invite les gens à regarder quels sont nos intérêts du moment. Peut-être que je me trompe, mais bon, voilà. J'ai cru voir que il y avait des rumeurs d'invasion de l'Ukraine. Je ne sais pas s'il y aura une invasion de l'Ukraine, parce qu'aujourd'hui la situation de la Russie est la suivante. Soit ils attendent que la révolution survienne chez eux, parce qu'il y a comment dirais-je, les plutocraties ont adopté une stratégie en deux temps.
entraîner la Russie dans un conflit régional en Ukraine pour justifier des sanctions économiques. Les sanctions économiques frappent l'apport en capitaux étrangers pour l'économie russe, pour les entreprises russes, les capitaux qui sont taris. Deuxièmement, faire baisser artificiellement les cours du pétrole, c'est en cours. Ça empêche la Russie d'avoir des recettes et budgétaires et de financer son armée et aussi de frapper l'appareil social et donc les amortisseurs sociaux et politiques de l'État vis-à-vis du peuple. Et troisième flèche, évidemment, la monnaie. Mener une attaque spéculative contre le rouble, ce qui est en train d'être mené. Cet assaut est le préalable à la révolution de palais qu'ils veulent mener, avec de l'agitation dans les rues, etc. Toujours la même dialectique, hein. Guerre, crise économique, révolution. C'est ce qu'a connu la France en 1789. Il n'y avait pas eu la guerre, mais il y avait eu la guerre d'Amérique, si vous vous en rappelez, qui avait ruiné la France. Crise économique et révolution. On est dans la même dialectique sur un temps plus court, mais on est dans cette dialectique-là. Voilà, donc pour les Russes, maintenant, la situation, c'est de savoir s'ils vont se battre dans les rues de Moscou ou de Saint-Pétersbourg, ou s'ils vont se battre dans les rues de Kiev ou éventuellement dans les rues de Varsovie. Certains pourront dire que c'est une exagération. C'est peut-être une exagération et peut-être que je me trompe et peut-être que c'est un scénario de science-fiction. Mais si on avait dit à Bonaparte, quand il était lieutenant dans l'artillerie, qu'un jour il dormirait au Kremlin, il y aurait probablement pas cru. Si on avait dit à Hitler que ses armées camperaient dans les ruines de Stalingrad, après avoir vaincu la France et conquis toute l'Europe, probablement il n'y aurait pas cru non plus. Si on dit aujourd'hui à Poutine que ses armées seront là ou là dans un an, il n'y croira peut-être pas, et nous-mêmes n'y croyons pas aujourd'hui. On ne sait pas ce qui peut advenir. Peut-être que Poutine va relever le gant et mener une guerre en Europe. C'est possible. Peut-être qu'il va envahir l'Ukraine pour effrayer et dissuader les Allemands de se solidariser définitivement des Américains et pour effrayer tous ceux qui pourraient être intéressés de se liguer contre lui. C'est possible. Peut-être pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est une véritable situation de pré-guerre mondiale qui peut-être n'aura pas lieu parce que peut-être que l'économie russe va tellement s'effondrer que effectivement la révolution va survenir en Russie et va rencontrer le succès. C'est possible que Poutine soit renversé. Je ne sais pas. Mais c'est l'enjeu qui se pose à Vladimir Poutine, parce que à cause de cette crise économique qui est orchestrée, son économie étouffe et il n'a pas des années devant lui, même en termes de réserves financières. Donc la question pour lui est de savoir qu'est-ce qu'il fait. Généralement, on a tendance à se dire que la meilleure défense, c'est l'attaque. Il est possible que Poutine décide de régler par les armes, tout en sachant que c'est une volonté aussi de la part des plutocraties de l'attirer dans un guet-apens en Europe et de faire se battre Européens continentaux contre Russes, c'est possible que même en le sachant, ils disent « je n'ai plus d'autre choix, car si j'attends, je me battrai dans mon propre pays et je serai trahi par mon propre entourage. » Et peut-être que l'armée ne bougera pas, parce qu'il y aura un atermoiement. Donc c'est une situation complexe, et dans cette situation-là, je pense que vu les enjeux, je pense qu'on ne doit pas se tromper de combat, malgré les très nombreuses réserves qu'on peut porter sur l'action politique de Vladimir Poutine. Je pense qu'entre les deux camps, malgré tout, le choix est assez clair. Et on verra ce qui va advenir. Je pense que jusqu'à présent, Vladimir Poutine a démontré un grand sang-froid et a toujours pris la bonne décision au bon moment et a toujours fait preuve de retenue. S'il doit choisir entre une révolution en Russie et mener une guerre en Ukraine en envoyant l'armée, il choisira la guerre en Ukraine. Parce qu'il préférera toujours se battre à 500 ou 600 km de Moscou que dans les rues de Moscou. Même s'il y est contraint et même s'il sait que ce sont deux mauvaises options, je pense qu'il choisira celle-là. Maintenant, je ne sais pas si ça adviendra. Voilà.